Bonjour, nous allons aborder ici la question des statistiques et notamment des statistiques en matière vaccinale, donc appliquées aux maladies contre lesquelles on vaccine, avec donc une réflexion, des remarques qui s'intituleront dans ce chapitre. On va s'intéresser donc au tétanos et à la vaccination antitétanique. Vaccination antitétanique inefficace et statistiques efficace ? Point d'interrogation. Le mirage statistique est encore plus trompeur en ce qui concerne la vaccination antitétanique. Voir l'article Tétanos et gangrène gazeuse paru dans la Vie claire de juillet-août-septembre 1958, donc écrit par le docteur Yves Cousigou, bien sûr, également auteur de ce paragraphe, inclus dans ce fascicule qui s'intitule pour rappel Phobie des microbes et manie vaccinale. Donc dans cet article de 1958, il a écrit donc dans la Vie claire, et également le docteur Robert Rendu de Lyon, qui lui a écrit l'ouvrage Cause de la régression du tétanos de guerre dans le journal des praticiens du 31 mars 1949, donc un article dans ce journal des praticiens, et également un article dans la presse médicale du 2 juillet et du 26 novembre 1949. Donc en ce qui concerne la vaccination antitétanique, ce mirage statistique et ces articles donc par là même sur ce mirage statistique ont fait remarquer que le tétanos n'immunise pas, que l'on peut voir mourir de tétanos des chevaux hyper immunisés servant à la production de sérum antitétanique, et que la rapidité des soins, le large emploi des sulfamides et de la pénicilline ont fait régresser la gangrène gazeuse sans vaccination, etc., etc. La méthode statistique doublement anonyme, en anglais donc le double blind, non seulement n'est pas ici appliquée, mais on oublie que les antibiotiques utilisés chez les blessés de guerre et chez les blessés actuels sont suffisants pour faire régresser considérablement le tétanos et la gangrène gazeuse sans vaccination, et même malgré la vaccination qui voit ainsi soutenue sa prétendue innocuité. Cela constitue une falsification statistique. Et cependant, on doit encore reconnaître que la mortalité chez ceux que l'on appelle, pour les besoins de la cause vaccinale, les mal vaccinés ou les anciens vaccinés. Le docteur Sapin-Jaloustre, dans le concours médical du 19 décembre 1953, écrit notamment ce qui suit. Nous citons donc ci-après le docteur Sapin-Jaloustre. Enfin, si le blessé a perdu beaucoup de sang, il est prudent de ne pas tenir compte de la vaccination tétanique, quelle que soit sa date. La mortalité chez les vaccinés est de 80% pour les 10 cas considérés. Chez les non-vaccinés, sur un nombre de cas beaucoup plus grand, 268 notamment, elle est de 72%. Contrairement à l'opinion accréditée dans le public, il paraît difficile de reconnaître à la vaccination partielle ou trop ancienne une quelconque efficacité. C'est un point qu'il paraît nécessaire de souligner. Fin de citation. Le docteur Henri Sapin-Jaloustre, qui reste paradoxalement à notre avis partisan des vaccinations, précise de nouveau ce qui suit dans une réponse faite à un autre médecin donc en Gironde qui avait posé une question au journal Le Concours médical. Nous citons le docteur Sapin-Jaloustre de nouveau et sa réponse à cet autre confrère. Chez les polyblessés aux plaies multiples et infectieuses, les grands choqués, les hémorragies, les grands brûlés, il faut considérer comme nulle la vaccination, même récente. Fin de citation.
Nous avouons ne plus comprendre dès lors sur quelle base scientifique se pose l'opinion des partisans de cette vaccination et leur crédulité est étonnante devant les statistiques falsifiées qu'on fait miroiter devant eux. La vraie méthode statistique, en double blind notamment, en double aveugle, n'est pas respectée. La pénicilline préventive est utilisée de façon concomitante et parfois les cas de tétanos chez les vaccinés correctement, anciennement ou incorrectement sont difficilement reconnus sémiologiquement et statistiquement. Alors on a ici, entre parenthèses, une explication de la façon dont on fait dire que la vaccination a été efficace. On utilise d'autres moyens thérapeutiques en même temps quand on soigne des malades d'une maladie dite donnée donc et contre laquelle on a vacciné. On utilise ici par exemple pour le tétanos la pénicilline, entre autres. On ne rapporte pas les cas de la maladie qui se développe chez les vaccinés, anciens vaccinés, incorrectement vaccinés, comme on les nomme pour essayer de justifier l'échec, pour les préserver de la maladie, et on ne rapporte pas ces données, troisième point. Et c'est pareil pour toutes les autres maladies. On déclare un enfant décédé de la rougeole alors qu'il avait aussi une leucémie, par exemple, comme dernièrement. Parenthèse refermée. Par ailleurs, dans un récent article à voir donc dans la revue du praticien du 21 septembre 1957, donc pour rappel, le docteur Yves Couzigou qui nous expose ici ses remarques et ses observations a écrit tout au long des années 50-60 jusqu'aux années 90 en faisant paraître donc ses remarques des 30-40 dernières années en 1992 ici dans ce fascicule. Donc, par ailleurs, dans un récent article paru dans la revue du praticien du 21 septembre 1957, messieurs Bernard et Foliguet préconisent la vaccinoprophylaxie et considèrent avec Cronier que la séroprophylaxie appartient au passé. Ils signalent l'insuffisance prophylactique et l'inactivité thérapeutique du sérum antitétanique et les cas de tétanos postérique décrits pendant la guerre 1914-1918 se comptent par milliers. Ce n'est qu'une confirmation de ce que signalait le professeur Bourget de Lausanne dès 1910 dans son livre « Erreurs et tromperies de la science médicale moderne », travail cité par Tissot qui précise, et on va ici citer Tissot. En résumé, l'anatoxine tétanique ne vaccine pas et ne peut pas vacciner une atteinte de tétanos ne vaccinant pas elle-même. Le sérum antitétanique est totalement inactif parce que le tétanos est autogène. Dans ces conditions, anatoxine et sérum étant totalement inactifs et ne servant qu'à inoculer à l'homme une colibacillose de très longue durée et à l'exposer aux accidents de sa phase chronique, leur usage doit être interdit. Fin de citation du professeur Jules Tissot, donc dans les années 20 à 40. Par contre, le docteur Fumeron de Saint-Jean d'Angély en Charente-Maritime a guéri 8 cas de tétanos avec des injections intraveineuses de chlorure de magnésium desséché à 5 grammes pour 20 cm3 de sérum physiologique toutes les 12 heures les 2 premiers jours et après selon contracture qui n'a jamais dépassé 6 jours. Dans 4 des cas, il avait associé 1 million de pénicilline pendant 3 jours. Le docteur Fumeron a guéri également des poliomyélites en utilisant le chlorure de magnésium desséché par voie intramusculaire. Et nous avons, dans un article intitulé « Virus poliomyélitique et cytogénèse »,
paru dans La Vie claire de décembre 1957, janvier 1958, février 1958, tentait de donner une explication au mode d'action du chlorure de magnésium desséché. La méthode Delbet-Neveu favorise la formation des globules blancs, c'est-à-dire leur cytogénèse ou morphocytose, et provoque donc le passage rapide de la phase virale dangereuse à la phase mycélienne pour certaines espèces microbiennes, donc notamment entre parenthèses sont cités ici poliomyélitique, diphtérique, tétanique, grippale, rabique, etc. Ce n'est évidemment pas une panacée, loin de là, et si elle agit actuellement sur l'évolution des virus, c'est qu'elle apporte aux terrains nutritifs sur lesquels ils vivent les oligo-éléments qui lui manquent. Vous avez donc ici l'explication de l'efficacité du chlorure de magnésium pour traiter très rapidement ces maladies, donc en injection. Les sols européens, donc les travaux du professeur Delbet en faisaient déjà état, ils sont cités ici. Les sols européens sont carencés en magnésium et les organismes qui vivent des produits de ces sols doivent l'être également. Mais s'ils étaient carencés d'une autre façon, par exemple en potasse, en iode, etc., il faudrait en tenir compte pour la découverte de remèdes favorisant l'agglutination des virus pour la formation des leucocytes de leur espèce. Alors c'est très intéressant ici parce que le docteur Cousigou nous précise que si le chlorure de magnésium en injection est une solution pour traiter donc diphtérie, tétanos, poliomyélite, grippe, rage, c'est parce que les sols, au moment où ces expériences ont été faites, ont été trouvés carencés en magnésium. C'est toujours le cas aujourd'hui et encore plus, mais il faudrait aussi tenir compte des autres carences pour mettre un traitement au point. Voilà une précision de taille qu'il convient de garder en mémoire pour parenthèse toujours. Nous terminons. Le chlorure de magnésium desséché est actuellement une sorte d'engrais minéral, tandis que la pénicilline est un engrais mycoïde, favorisant l'agglutination de certaines bactéries. Tous les virus sont bien vivants et le médecin, véritable jardinier du terrain humain, doit savoir les faire germer si nécessaire pour qu'ils se métamorphosent en microphytes, autrement dit en moisissures, comme un horticulteur sait faire germer des graines paraissant sans vie sur une table, mais n'attendant que le terrain convenable pour se développer plus ou moins rapidement selon les conditions oligo-élémentaires qu'elles y trouvent. Cette courte étude sur les mirages statistiques devrait, nous l'espérons, faire réfléchir ceux qui ont la manie des statistiques et aussi celle de la seringue qu'ils ont toujours prête à la main pour inoculer, en latin donc vaccinare, comme les médecins des temps de Molière l'avaient pour évacuer, en latin purgare, sans cependant rendre leur procédé obligatoire. Fin de cette partie d'exposé donc sur l'efficacité de la toxine de la vaccination antitétanique donc contre la toxine du tétanos, que vous avez d'ailleurs à l'écran. Elle a été identifiée, donc ici vous avez à l'écran la structure de la toxine du virus tétanique, du bacille donc du tétanos, et ici la structure d'une des toxines. Alors A, B, voilà, vous avez la seconde en bas, modélisée comme on le fait maintenant dans la façon donc de décrire les acides aminés et autres composants qui sont contenus dans cette toxine ici du bacille tétanique. À très bientôt pour la suite.